Bonjour Catherine, bienvenue dans le podcast Potentiel. Bonjour, merci pour l'invitation. Ça me fait super plaisir d'être ici ce matin. Ah, moi je suis vraiment très 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 heureuse et c'est un grand honneur pour moi que tu aies accepté parce que je sais à quel point tu es très occupée. Alors pour les personnes qui ne te connaissent pas, je vais essayer moi d'expliquer qui tu es, d'essayer d'expliquer pourquoi j'ai voulu t'inviter dans cet épisode de podcast et tu rajouteras si j'ai oublié des choses. Vraiment n'hésite pas à rectifier si jamais. Parfait. Euh, donc, tu es chercheuse en psychologie, donc doctorante en psychologie au Québec. Tes domaines de prédilection, c'est le haut potentiel intellectuel. Et on va aussi parler effectivement du haut potentiel sensible, de l'hypersensibilité. Ce que j'aime, c'est que ce que tu partages sur tes réseaux sociaux, c'est que tu essaies d'être le plus objectif, la plus objective possible, dans le sens où pour toi, la base scientifique, ça devrait l'être pour ces sujets de toute façon. Mais c'est vrai qu'on l'a dit tout à l'heure, le fait d'avoir, des biais en tant que scientifique, c'est pas toujours facile et j'ai la sensation vraiment qu'à chaque fois, tu te remets beaucoup en question. Tu essayes de rechercher, tu essayes toujours d'appuyer ça avec des études. Moi, je vois dans tes publications, tu es toujours à la recherche des dernières études dans le sujet et j'adore ça parce que justement, ce que je déplore et surtout en France, parce que je peux te parler que d'un pays dans lequel j'ai vécu pendant longtemps, c'est que parfois on a des idées reçues sur ce que c'est la douance, sur ce que ce n'est pas et puis en plus on s'appuie sur des études, mais il y a 20 ans, 30 ans, comme si s'était Mhm. rien passé entre-temps, comme si on n'avait rien découvert, et voilà pourquoi je t'invite aujourd'hui, pour que tu ramènes peut-être ces sujets-là sur des bases très scientifiques. Donc merci à toi. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je pense que tu résumes bien. Moi, j'adore vulgariser la science, dans le fond. Donc, c'est vraiment ça, ma passion, en fait, de prendre des études scientifiques puis de les rendre un petit peu plus digestes pour que les personnes puissent utiliser aussi les résultats de nos études pour mieux se comprendre, pour améliorer leur vie aussi. C'est vrai que c'est vraiment super important pour moi de rester à l'affût là, de qu'est-ce qui se passe. Puis, comme tu as dit, la science, ça évolue super rapidement. Donc, c'est vrai que je me remets souvent en question parce que peut-être que ce que j'ai dit il y a 3 ans, aujourd'hui, on a des meilleures données ou une meilleure compréhension du phénomène. Donc, c'est vraiment important aussi de tenir compte du contexte, comme tu dis, parce que aujourd'hui, j'ai parlé beaucoup du contexte québécois, puis qu'est-ce qui se passe au Québec, là, par exemple, dans le système de l'éducation, dans le système de la santé. Mais ça se peut que dans d'autres pays, dans d'autres communautés aussi, on perçoit la douance différemment, là, puis la haute sensibilité aussi. Tu m'offres une magnifique passerelle parce que justement, je dis souvent que les atypies au sens large, c'est un sujet anthropologique avant tout. Mhm. Et souvent, les gens ne le comprennent pas. Et pour autant, tu vois, moi qui vis au Royaume-Uni, je trouve qu'ils ont une autre manière d'appréhender la douance. Déjà, le terme est totalement différent et on va l'incorporer de manière différente du coup dans le quotidien. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens également? Oui, absolument. Juste, par exemple, au Québec ou en sciences, il y a plusieurs visions de la douance. Donc, je pense qu'on voulait aborder un petit peu les définitions, mais on n'a pas le choix de tenir ça en compte là, quand on parle des définitions de la douance. Par exemple, comme je disais, dans le milieu scolaire, au Québec, on utilise beaucoup des modèles qui sont plus sur les manifestations, sur les comportements des enfants. Donc, est-ce qu'ils montrent, par exemple, une certaine précocité, une certaine rapidité d'apprentissage, un ennui? Une curiosité qui est peut-être pas assouvie avec le programme régulier. Donc, on va vraiment utiliser une vision plus holistique, je dirais, de la douance, plus globale, tandis que si on regarde dans le milieu des neurosciences, de la psychologie, de la neuropsychologie, bien là, on va parler beaucoup plus de l'intelligence. Donc, juste cette différence-là, je crois qu'elle est très marquée au sein du Québec, mais moi, je la vois aussi par rapport, par exemple, à la France, le neuroscientifique, versus aux États-Unis, tout le courant de l'éducation. Euh, c'est des choses qu'on peut observer, là, donc on va voir un petit peu plus décortiquer ça ensemble, c'est sûr. Ah mais vas-y, vas-y, ça veut dire, tu me mets l'eau à la bouche. Vraiment, ça donne trop envie d'en savoir plus. Pour toi, du coup, déjà, alors on va essayer de cadrer ça. Si tu devais nous donner une définition de la douance, qu'est-ce que ça serait de manière scientifique? Oui, scientifiquement, ce qui est reconnu, c'est que dans le fond, la douance, c'est d'avoir des aptitudes qui sont au-dessus de la moyenne, là, donc vraiment élevées dans un domaine précis. Donc après ça, la douance, on s'entend que ça peut être scolaire, intellectuel, mais ça peut aussi être une douance musicale, une douance en sport, une douance dans d'autres domaines. C'est juste que nous, comme scientifiques, on n'a pas trouvé d'outils ou de Hmm. questionnaires pour bien mesurer la douance, par exemple, musicale.
Mm. Donc moi, Catherine Simon-Paquette, chercheuse en psychologie, je ne peux pas évaluer une douance musicale. J'ai pas les outils pour ça. J'ai aucune compétence pour faire ça. Donc c'est certain que quand on parle d'études scientifiques, ce dont on parle, c'est de la douance intellectuelle. Parce Mm. qu'on va revenir aussi peut-être, mais l'intelligence, c'est le concept qui a été le plus étudié en psychologie. C'est le concept le plus robuste. Là, on a des outils qui sont super bien validés dans plein de pays différents, dans plein de langues, dans plein de communautés. Donc, c'est ça qu'on va évaluer, nous, la douance qu'on dit intellectuelle. Donc, Mm. on parle souvent de quotient intellectuel avec les échelles de Wechsler, que tu connais bien. Donc, après ça aussi, de choisir un seuil pour déterminer qui a une douance, par exemple, mais là, c'est super difficile en plus parce qu'en science, il n'y a personne qui s'entend. C'est un chiffre qui est comme complètement arbitraire, là, en fait, là, Totalement. le 120 ou le 130 ou le 135 ou le 140, tu sais, c'est des chiffres qui sont statistiques. Puis moi, je trouve que c'est super important de parler de statistiques parce que j'ai enseigné ce cours-là à l'Université du Québec à Montréal. En fait, c'est une courbe normale, là. Donc plus on s'éloigne de la moyenne, moins il y a de personnes qui vont être considérées comme étant douées Mm. ou avec un haut potentiel. Euh, Fait qu'après ça dépend aussi qu'est-ce qu'on veut en faire là, de cette étiquette-là ou de cette confirmation de douance. Parce que moi, comme chercheuse, par exemple, ben, mon but, ça serait d'améliorer les conditions de vie du plus grand nombre possible. Donc, Mm. mon but à moi, ça serait pas nécessairement d'identifier le moins possible de personnes douées ou de personnes au potentiel. Tu sais, si on peut leur amener des solutions pour mieux se comprendre, des accommodements, bien à ce moment-là, pourquoi pas avoir un seuil plus libéral, là? Donc par exemple le 128, le 10%, puis Mm. de mettre en place ces outils-là, parce qu'en plus, on sait que les outils qui sont développés pour les personnes douées vont être utiles pour tout le monde finalement. Fait que C'est vrai. euh, mais tu sais, mettons, à part les sauts de classe là, ou l'accélération scolaire, Mm. mais tout le reste, là, c'est bon pour tout le monde. Là. Donc, c'est ça. Je suis plus d'avis que c'est utile d'identifier des manifestations de douance, des comportements qui sont associés, puis ensuite d'agir pour que cette personne-là aille mieux en général, puis puisse s'épanouir. Totalement. Alors, tu viens de mettre un pavé dans la mare, comme on dit. Je ne sais pas si cette expression existe également au Québec, mais il y a un énorme débat en France sur justement ce fameux 130, où il y a encore cette question que je trouve tellement absurde, parce que tu l'as dit toi-même, c'est un seuil arbitraire, c'est un seuil qui a été mis en place pour des études scientifiques, et en aucun cas pour accompagner ou détecter à tout prix les surdoués. Mais s'il te plaît, répète-le bien. Est-ce qu'on peut être oui ou non surdoué si on a moins de 130? Mais je pense que moi, je suis vraiment pas pour la confirmation par rapport aux chiffres. C'est-à-dire que je trouve que de mettre des étiquettes, c'est pas utile. Puis en plus, dans les études, ce qu'on va faire souvent, c'est comparer des groupes, justement, Mmh. douance ou non-douance. Mais ou, tu sais, je sais pas, neurotypique. Mais dans ces études-là, le seuil, c'est même pas 130. Il y a plein d'études que le seuil est 120. Donc, c'est juste pas utile pour moi de Ouais. faire des évaluations comme ça pour déterminer si une personne est douée ou non, en Mmh. fait. Euh, Moi, dans mes études, en fait, toutes mes études, j'utilise des scores qu'on va dire continus. Donc, par Mmh. exemple, l'échelle de QI, ben, elle varie environ entre 60 et 140. Mais à ce moment-là, on va prendre le chiffre exact. Là, ça sert à rien de faire des groupes, par exemple, doués, neurotypiques. Ça sert à rien. Tu sais, je vais faire mes études avec le score, euh, la, toute la règle continue. Je C'est bien comprends. plus utile comme ça. Plus tu es loin de la moyenne, plus tu risques effectivement d'avoir des comportements différents, Mmh finalement, mh. parce que tu es loin de la moyenne. Comme. Je trouve que c'est tellement plus bénéfique de parler dans ces termes-là. Puis, quand les personnes ont des manifestations, ben, à ce moment-là, elles peuvent mettre en place des choses pour aller mieux. Totalement. Et alors, tu vois, on a parlé de douance au potentiel intellectuel. On a plein de termes. On a aussi en frange le mot zèbre, on a philo-cognitif. C'est étrange de voir tous ces mots-là. Encore quand on va dans d'autres langues, tu as encore d'autres mots. Et tu vois, à mon sens, ça démontre un petit peu soit une méconnaissance du domaine, soit un malaise, parce qu'il y a un peu ce côté, mais surtout, tu sais, les gens ils disent: «Ah mais moi, je ne veux pas dire que je suis au potentiel intellectuel parce que je ne suis pas supérieur, tu vois? Je Mhm. suis doué de rien». Il y a Qu'est-ce que tu penses de tout ça et qu'est-ce que tu penses de cette pluralité, des mots? Mais je pense que les personnes peuvent choisir le mot auquel ben, elles ou elles se reconnaissent le plus, là. C'est ça qui est le plus utile, en fait, pour eux. Mais ensuite, je pense qu'au Québec, on utilise beaucoup douance intellectuelle.
Puis en France, ce que j'entends, en tout cas, c'est plus le haut potentiel intellectuel. Puis là, tu sais, il y a des gens aussi plus neuroscientifiques qui préfèrent le terme haut potentiel. Mais là, après ça, on dirait que moi, c'est des débats qui m'intéressent plus ou moins. On dirait que ce qui m'intéresse, c'est vraiment que ces personnes-là qui ont des manifestations de violence puissent s'épanouir, là. C'est vraiment ça mon intérêt premier, là. Fait qu'après ça, comment on l'appelle, c'est quoi le seuil? On dirait que je trouve que c'est un petit peu futile, puis euh, ça nous détourne un peu de l'objectif principal, là, qui est comment on fait pour que les gens aillent mieux, se comprennent mieux. Ouais, donc je pense que c'est aussi ton discours, en tout cas, de ce que je peux connaître de ce que tu fais, là, mais des fois, j'aimerais ça qu'on revienne vraiment à l'essentiel, là, dans le fond. Mais totalement, tu prêches une convaincue. J'ai l'impression qu'on se Mmh. détourne, des vraies problématiques et donc des aides. En fait, on pourrait utiliser tout ce temps et toute cette énergie à réfléchir à comment aider ces personnes-là plutôt que, ces débats. Et alors, j'amène un autre débat qu'il y a, hein, mais j'en profite que tu sois là, mais, heu, c'est vrai que maintenant, on arrive à un stade où, bah, c'est très bien, c'est vulgarisé, les gens connaissent de plus en plus. Il y a même en France une série télévisée sur le sujet. J'ai même vu qu'il y Mmh. avait des jeux de société sur le sujet et donc Ah on oui? arrive ouais, ouais, le jeu, je crois que c'est «Es-tu HPI?» Tu vois? Ah bon? Donc voilà, il y a de tout. On en pense ce qu'on veut, mais ce que je trouve intéressant et à mon sens, c'est normal et tu vois, en psychologie sociale, on le voit quand il y a un sujet qui est de plus en plus connu, il y a une montée aussi d'avis divergents, c'est normal. Mmh. Et on arrive à un moment donné à un vrai véritable débat, hein. Il y a des psychologues d'ailleurs que tu vois sur les réseaux sociaux qui expliquent que c'est un effet de mode et qu'en réalité le HPI n'existe pas. Mmh. Qu'est-ce C'est que tu difficile de savoir, tu sais, qu'est-ce que ces psychologues-là entendent par le HPI n'existe pas. Tu sais, je pense que la majorité des psychologues et des chercheurs et chercheuses, en fait, tout le monde s'entend pour dire que l'intelligence existe. Là, à ce que je sache, là, j'ai jamais vu personne qui dit que l'intelligence n'existe pas, là. C'est tellement un concept qui est ancré depuis tellement d'années en sciences, le concept de l'intelligence, puis je pense que c'est vraiment important, en fait, de le reconnaître, autant pour les personnes douées, mais aussi pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle, en fait, là, qui ont vraiment besoin d'accommodement aussi, là, autant que les personnes douées, évidemment. Alors, je pense que ce que les psychologues disent, en fait, c'est que les personnes qui ont un HPI sont pas nécessairement différentes des personnes qui en ont pas. Sur toutes sortes de caractéristiques, là, par exemple, les troubles de santé mentale, la motivation, la curiosité, le perfectionnisme. Puis ça, on peut en débattre, là. Il y a plein d'études là-dessus. Puis évidemment que, selon moi, ce qui est vraiment occulté, parce que faut savoir que moi, je fais un doctorat en psychologie du développement humain. OK, donc moi, je m'intéresse beaucoup, beaucoup aux circonstances environnementales qui vont affecter le développement de l'enfant et de l'adolescent, là, parce que je me suis spécialisée aussi en adolescence. Mais moi, je trouve que c'est très mis hors contexte. C'est sûr qu'on peut pas dire que toutes les personnes qui ont un HPI ont des problématiques ou toutes les personnes sont perfectionnistes. Comme non, c'est sûr que non, il y a une diversité dans les personnes autant que dans n'importe quelle autre population. Tu sais, moi, ce que je mets beaucoup de l'avant, par exemple, sur Instagram avec la page Douan Science, c'est que les personnes qui ont des difficultés ou du perfectionnisme ou toutes sortes des problèmes de compétences émotionnelles, par exemple, bien souvent, c'est à cause de l'environnement dans lequel ces personnes-là évoluent. Mmh. Donc, évidemment que c'est pas parce qu'elles ont un HPI ou parce qu'elles sont hautement sensibles. C'est sûr que non. Comme si la personne a vraiment une grosse détresse, mais je suis totalement d'accord avec toi parce que j'ai écouté d'autres de tes podcasts, mais c'est sûr que la personne doit consulter, là, ça peut pas être dû à ça. Fait qu'à ce moment-là, moi, je suis d'accord avec les autres psychologues qui disent que justement les problématiques reliées au HPI ou les problématiques reliées à l'hypersensibilité, ben, peuvent pas être uniquement associées à ça. Bien sûr. Et c'est ce que je dis souvent, lorsqu'il y a une souffrance, allez consulter un professionnel de la santé et Mhm. ne mettez pas, l'excuse, de votre, particularité, comme le HPI ou l'hypersensibilité en avant, absolument pas. Il faut demander de l'aide, il faut consulter. Par contre, on va y venir quand même, je reviens un petit peu, tu vois, sur les préjugés, les idées reçues. Beaucoup de parents témoignent que lorsqu'il y a des difficultés et que même s'il y a une analyse, une expertise d'un professionnel qualifié qui explique le fonctionnement de l'enfant qui est différent, qui peut être HPI, eh bien, malheureusement aujourd'hui, le regard des gens c'est: «Ah, encore une excuse à ce comportement, à cette difficulté. Aujourd'hui, tous les enfants sont HPI, n'importe quoi». Enfin et on a aussi ça, en ce moment aussi sur le TDAH qui arrive souvent Mhm. justement.
qu'est-ce que tu pourrais dire à ces parents-là d'un point de vue scientifique? Que déjà, bon, moi je leur dis: «Faites plutôt confiance, aux spécialistes plutôt qu'au regard des autres». Mais c'est vrai que, comme je disais, en fait, le sujet, il est tellement maintenant, connu et c'est tant mieux, mais qu'on en arrive à cette dérive-là où tout le monde a un avis sur ce sujet. Oui, c'est sûr, c'est vraiment difficile. Puis je pense que la première chose que j'ai envie de leur dire, c'est c'est attendu là, que ça soit difficile, dans le sens où les études montrent ça également. Tu sais, j'ai une bonne amie qui s'appelle Juliette François-Séguigny, qui fait son doctorat à l'Université de Sherbrooke sur les parents d'enfants doués et TDAH. Puis elle le voit aussi au quotidien, là, que les parents d'enfants doués et ou TDAH euh, vivent des difficultés qui leur est propre, qui leur sont propres. Donc, c'est difficile. OK? Ça, c'est la première chose, c'est vrai. Je pense qu'on doit vraiment valider cette expérience-là. Ensuite, moi, je peux parler pour le Québec, par exemple, parce que je connais pas vraiment le contexte en France. Moi, j'ai quand même de l'espoir. OK? Il y a comme eu 2 études qui sont sorties en 2023 qui portaient sur des psychologues, mais aussi sur des professionnels là, du milieu scolaire, par exemple, conseillers, conseillères pédagogiques, enseignants, enseignantes, puis montraient que la plupart d'entre eux sont vraiment plus ouverts à reconnaître finalement que les personnes douées, les élèves ou les adultes, ont des besoins particuliers et donc probablement nécessitent certains accommodements. Donc pour nous, en tout cas, c'est vraiment super encourageant parce que évidemment que ce n'est pas tout le monde qui est maintenant ouvert à la neurodiversité en général, là, parce qu'on peut parler de d'autres choses, par exemple l'autisme aussi, là. Euh, mais je pense qu'il y a quand même de plus en plus d'ouverture. Puis on doit avoir comme un devoir de sensibilisation, c'est sûr. Puis plus qu'on crée des ressources là, comme les tiennes, comme les projets auxquels j'ai participé au Québec, dont Vérité ou quoi, ben c'est sûr qu'à ce moment-là, on peut sensibiliser aussi les gens, là. Puis au Québec, on a aussi un colloque qui s'appelle le colloque Douance, finalement, qui se donne, je pense, aux 2 ans. Puis ce colloque-là sert uniquement à sensibiliser les professionnels du milieu scolaire, là. Donc, il y a des centaines de personnes là, de toutes les régions du Québec qui vont à ce colloque-là, qui s'informent sur la douance, qui se tiennent à jour sur les dernières données probantes. Puis ça, pour moi, c'est tellement encourageant, là. C'est vraiment une bouffée d'air frais, là, finalement. Mmh. C'est vrai et merci de le dire. Merci, ça fait du bien de l'entendre, merci. Hem, du coup, on parlait effectivement des difficultés auxquelles on fait face parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues, beaucoup de préjugés, beaucoup de méconnaissances tout simplement sur ces sujets-là. Quels sont les préjugés pour toi qui reviennent le plus et qui sont pas du tout pour le coup scientifiques? Un des préjugés qui a le plus de préjudice, dans le fond, c'est la sous-performance, là. Donc, beaucoup de personnes vont penser que les personnes douées ou HPI vont être très performantes dans tout. Mmh. Donc, doivent avoir des notes parfaites à l'école, doivent être parfaits dans toutes les autres choses qu'elles entreprennent. Et c'est pas possible, là. Il y a personne, OK, sur la terre qui est parfait, là. On est tous humains, on fait tous des erreurs. Donc, je pense que ça, c'est vraiment important. Puis, selon les dernières études, là, dans les 5 dernières années, ça serait à peu près 8 à 30 quand même, là, des personnes douées, intellectuellement qui auraient une sous-performance à l'école, là. Mmh. Donc, c'est des personnes qui pourraient performer, avoir des super bonnes notes, mais que dans les faits, ils performent pas. Puis il y a plein d'études, en fait, qui étudient les raisons qui expliquent ce phénomène-là de sous-performance. Puis ce qu'on retrouve, c'est entre autres des problèmes de motivation. Mmh. Donc, moi, c'est un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup, là, la motivation qu'on dit autodéterminée. Mmh. Puis la motivation qui est intrinsèque, là, quand je vais à l'école par plaisir, parce que ça m'intéresse donc bien, ben, à ce moment-là, c'est vraiment plus facile de performer finalement parce que ça m'intéresse, là, donc je vais apprendre beaucoup plus rapidement. Mais si je vais à l'école puis je me dis: «Oh mon Dieu, ça sert à rien, je connais déjà ça, c'est plate l'école», puis là, on verse dans ce qu'on appelle la motivation, ben ces personnes-là qui sont particulièrement à motiver sont super à risque de sous-performance, mais aussi de décrocher à l'école, là. Donc parfois, on parle un peu de douance puis de décrochage. Je pense que c'est pas impossible, évidemment. Heu, de ce que j'ai lu aussi, c'est surtout des garçons qui sont prompts à décrocher à l'école, Mmh. puis aussi des garçons de milieux particulièrement marginalisés ou désavantagés sur les plans socio-économiques. Donc, par exemple, il y a une belle étude là, aux États-Unis avec beaucoup de monde qui montrait que les garçons noirs qui venaient de milieux défavorisés, là, donc pauvres finalement, ben eux, c'était des personnes très, très, très à risque. Dans le Mmh. fond, de vivre du désespoir, de vivre des conséquences négatives, là.
Donc on peut penser aussi que c'est des gens qui sont plus prompts à sous-performer. Sinon, il y a des élèves qui vont sous-performer, par exemple, pour être acceptés par leur groupe d'amis, pour pas être, étiquetés comme, la personne nerd, nous, comme on les appelle, intello, mettons. Fait qu'à ce moment-là, ben, il y a des ados, par exemple, qui vont choisir de sous-performer pour juste pas faire de vagues, que personne sache, dans le fond, que c'est des personnes qui sont bonnes à l'école. Mais c'est très, très vrai ce que tu dis, hein. Aussi pour pas, que les autres nous jalousent ou pour pas faire de Mmh. peine. Moi, je donne souvent cet exemple, alors c'est plus prégnant chez les filles que chez les petits garçons, mais bon, ça, c'est des généralités, de la petite fille qui, ne veut pas faire de peine à son amie qui a une moins bonne note qu'elle et du coup, elle veut lui laisser la première place parce que pour elle, c'est important. Eh bien, elle va sous-performer de manière consciente et Mmh. inconsciente, parce que des fois, c'est pas totalement conscient ce mécanisme, pour effectivement lui laisser, la première place ou une meilleure note ou pour la garder comme amie aussi, parce qu'elle aura peur, sinon, de ça. Donc ça arrive souvent. Donc du coup, merci. Donc la 1re idée reçue, c'est la surperformance à tout prix. Est-ce que tu vois d'autres, idées reçues, préjugés qu'on aurait sur la douance? Mais dans le même ordre d'idée, c'est sûr qu'il y a les différences de genre. Donc, Mmh. il y a encore des personnes à ce jour qui pensent que, par exemple, les garçons, seraient plus doués que les filles ou auraient un meilleur, potentiel intellectuel, alors que c'est totalement faux, là. Il y a pas non plus de différence selon les communautés, selon, toutes sortes les ethnicités. Il y en a pas, là. En général, là, la courbe normale, c'est pour tous les êtres humains, peu importe leurs caractéristiques socio-démographiques, là. Donc, ça, c'est quelque chose que je pense est vraiment important. La raison pour laquelle on voit encore plus de confirmation de douance chez les garçons, c'est parce que de la façon qu'on est socialisés, les garçons, durant l'enfance, vont avoir plus des comportements qu'on nous, on dit extériorisés. Donc, Mmh. l'agressivité, l'enfreint de règles, l'opposition, plus tard, la consommation de substances. Hem, Fait que ça fait en sorte que on va les dépister beaucoup plus vite, finalement. Parce que si l'enfant s'ennuie à l'école puis se met à faire, du grabuge, puis se met à taquiner les autres autour, à parler, puis là, être tannant, comme on dit, ben là, à ce moment-là, c'est sûr que l'enseignante ou l'enseignant va dire comme: «OK, il faut faire quelque chose». Tandis que si c'est une petite fille, souvent les petites filles vont développer des comportements intériorisés, donc à l'intérieur d'elles-mêmes, comme l'anxiété de performance, le perfectionnisme, la dépression. Toutes sortes de choses qui sont moins visibles et surtout moins dérangeantes pour les adultes qui les Mmh. entourent. Des troubles alimentaires, tu sais, tout ce qui est à l'intérieur de nous, dans le fond. Donc, je pense que c'est une raison pour lesquelles les filles vont juste passer sous le radar. Puis ça, c'est vrai aussi en autisme. Moi, je l'ai beaucoup lu, là, les femmes autistes sont diagnostiquées beaucoup plus tard, Mmh. puis passent beaucoup plus longtemps sous le radar, font plus de camouflage. Donc, je pense que ça, c'est un mythe aussi vraiment, vraiment important à aborder. Alors, attends, j'ai envie de te poser une question par rapport à ça. Est-ce que tu crois que si alors, moi, je suis pas spécialement pour faire passer les tests à tout prix si les gens n'ont pas besoin. Mais par contre, est-ce que tu crois que le fait d'être plus alerte, à certains signaux et notamment des signaux un petit peu silencieux, comme ce que tu as cité pour les petites filles, comme l'anxiété, le perfectionnisme, troubles alimentaires, est-ce que tu crois que ça pourrait vraiment les aider à sortir de tout ça, si elles savaient leurs différences, si elles comprenaient leurs différences? Certainement, si on adapte ensuite le milieu dans lequel elles évoluent. Tu sais, si c'est des choses qui se développent parce qu'elles sont pas bien dans leur milieu scolaire, dans leur milieu, je sais pas, familial, mais c'est certain qu'on peut faire quelque chose. Tu sais, moi, c'est pour ça que je trouve que c'est autant important de parler de la douance puis de la haute sensibilité, c'est qu'il y a des choses qu'on peut faire. Il y a vraiment des interventions, il y a des programmes qu'on peut mettre en place pour ces personnes-là. Donc, c'est sûr que moi, je pense que la psychopathologie, il faut regarder ce qui est en dessous, là, les raisons, les vraies raisons. Puis quand on se comprend mieux aussi, on se pose moins de questions. Par exemple, si moi, je suis une adolescente, puis je me comprends pas, puis je me trouve donc bien différente des autres, puis je vais pas bien, puis j'ai de la difficulté à entrer en contact avec certaines d'entre elles aussi parce que je comprends pas trop nos différences. Mais là, c'est sûr que ça rend tout plus difficile. Puis en plus, ensuite, des fois, on se remet en question, puis on se dit: «Ah, est-ce que c'est moi qui me pose trop de questions? Est-ce que j'ai raison de penser que je suis différente?» Puis là, c'est sûr que tout ça, c'est de la rumination, là, fait que ça peut mener à des symptômes de psychopathologie, là, comme l'anxiété puis la dépression. Donc, autant je suis pas pour la confirmation de la douance à tout prix, Mmh. autant je crois que c'est important de consulter des professionnels pour identifier justement la raison pour laquelle on se sent autant différent, pourquoi on se sent, mettons, pas bien.
Puis, je lisais une thèse, ben, un essai doctoral, en fait, une personne que j'ai connue un petit peu, qui s'appelle Frédéric Bégin-Auclair, puis qui a fait son doctorat à l'Université de Montréal. Puis elle, dans le fond, elle a interviewé des psychologues québécois et québécoises. Puis ce qu'elle a vu, c'est que, en fait, la majorité des psychologues qui évaluent une douance, c'est pour expliquer un fonctionnement différent. Fait que ça revient à ce qu'on dit, là. Les personnes qui vont voir des psychologues pour un motif de douance, c'est parce qu'elles se disent: «Je ne comprends pas, je me sens différente. Peux-tu me dire qu'est-ce qui se passe?» C'est que ça soit de la douance, que ça soit un TDA, que ça soit de l'autisme, la personne veut juste mieux comprendre son existence. Puis ça, je pense que c'est peut-être vraiment clé, en fait, pour guérir ou pour prévenir des troubles de santé mentale. Du coup, j'ai envie, de te demander parce que tu dis qu'il y a des difficultés particulières à ce public-là. Quelles sont-elles selon toi les grandes difficultés qui reviennent le plus souvent? Mais quand on regarde, les études ou tu sais, les chapitres de livres, mettons, écrits par des personnes plus cliniciennes. Par exemple, je vais citer le Psychologie du haut potentiel, là, qui a été Mmh. écrit par, Nicolas Gauvry Oui, je et l'ai là. Nathalie Claubert. C'est Beh, une dans ce bible. manuel-là oui, c'est ça, effectivement, c'est tellement un bon résumé de tout ce qui a été fait dans les dernières années, puis c'est super à jour. Puis dans ce livre-là, il y a des chapitres quand même, hein, de personnes cliniciennes. Mmh. Puis ce qu'on voit, entre autres, c'est, des questionnements plus existentiels. Ouais, des questionnements plus identitaires, pourquoi les personnes se sentent différentes. Puis ce qu'ils disent aussi que j'ai trouvé super intéressant, c'est que, dans le fond, les personnes douées qui consultent en psychothérapie, c'est probablement les personnes douées avec une autre sensibilité. Mmh. Puis là, ça serait pour ça finalement que dans les livres, grand public, sur les réseaux sociaux, on fait toujours l'amalgame entre les 2, puis on dit toujours que les personnes douées sont plus hautement sensibles, alors que dans les études empiriques, là, quand on prend des données probantes, disons, mais on trouve pas ça. Fait que mais ça fait tellement de sens dans ma tête que les personnes qui sont à la fois HPI ou douées et hypersensibles ou hautement sensibles, ben, que ça soit elles, dans le fond, qui consultent puis qui se posent toutes ces questions-là, puis qui ait beaucoup de ressentis puis d'émotions associées. Je trouvais ça tellement intéressant la façon qu'ils l'ont présenté. Merci de dire qu'effectivement le HPI et l'hypersensibilité ne sont pas toujours liés. Déjà, tout le monde possède sa propre sensibilité, mais tout le monde n'est pas hypersensible. Et du coup, j'ai envie de t'interroger aussi sur ce sujet parce que je sais que tu fais des recherches également sur ce sujet. En France, il y a encore ce débat, encore une fois, peut-être au Québec, je ne sais pas où est-ce que ça en est, mais j'avoue que vu que tu es une chercheuse, forcément, dès qu'on s'intéresse aux recherches, elles sont souvent en anglais, on se rend compte, bah, on va au-delà de notre propre culture déjà, et on s'ouvre à Mmh. plein de choses. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui disent que l'hypersensibilité n'existe pas et que la personne, en fait, c'est juste des traumas. Et moi, j'essaye effectivement de faire passer cette image de ce sont deux choses différentes. On peut avoir des traumas qu'on soit hypersensible ou non, en fait. Mais Oui. l'hypersensibilité existe d'un point de vue scientifique. Est-ce que ça, tu pourrais, toi, l'expliquer et comment? Oui, ben, je vais essayer de faire ça le plus vulgarisé possible. En fait, moi, la haute sensibilité, c'est quelque chose que j'aborde dans ma thèse doctorale. Je me suis beaucoup intéressée à ça vient d'où ce concept-là? Mm, Et puis moi, durant mes études au baccalauréat, la maîtrise en psychologie du développement, j'ai vu en fait ce qu'on appelle, nous, la susceptibilité différentielle ou l'hypothèse de stress, diathèse stress ou susceptibilité avantageuse. En tout cas, tu sais, il y a plein, plein, plein de noms mm, pour ces théories-là qui disaient que certains enfants qui sont plus affectés par les comportements parentaux que d'autres. mm. Donc, la façon qu'on a mesuré ça, c'était beaucoup par le tempérament de l'enfant. Puis ça, je pense que globalement, c'est encore accepté, là, à ce que je sache. Ouais, je Mais pense le fait qu'il y a aussi. des enfants, ouais, c'est ça, il y a des enfants qui ont des tempéraments plus réactifs que d'autres, là. Il y en a qui vont être beaucoup plus affectés par la lumière, par les sons, qui vont avoir plus d'émotions désagréables comme la colère, la tristesse, le chignage, que nous on dit, là, tu sais, des enfants qui sont comme jamais vraiment bien. Puis dès la naissance, là, puis au Québec, on a comme plusieurs termes, mais entre autres, on a appelé ça ce phénomène-là, le tempérament difficile. Mm, Puis, c'est ça, moi, je dis beaucoup que j'aime pas trop ces termes-là, le tempérament difficile, les bébés baby, donc mm, bébés aux besoins intenses. J'aime pas ça parce que j'ai l'impression qu'on met les enfants dans des rôles, dans des petites boîtes, puis qu'après ça, ça peut rester comme toute la vie, là, dans le sens où, ah, lui, c'est mon enfant difficile. Tu sais, c'est quand même stigmatisant, là. Mais par contre, est-ce que ça existe? Ben, je pense que tout le monde s'entend pour dire que oui, là, quand on mesure l'émotivité chez les enfants, on le voit qu'il y en a qui sont beaucoup plus émotifs que d'autres, beaucoup plus réactifs que d'autres. Puis ça, c'est difficile pour les parents.
comme Oui. on le voit dans toutes les études, là. C'est vraiment difficile pour les parents d'avoir un enfant qui réagit beaucoup, puis qui a comme pas beaucoup, dans le fond, d'autorégulation. Il y a une psychologue que j'aime beaucoup, là, américaine, qui s'appelle Dr. Becky sur Instagram. Puis elle a créé Good Insight. Puis dans le fond, elle, ce qu'elle dit, c'est que les enfants, ils naissent avec des grosses, grosses, grosses émotions, puis aucun outil pour les réguler. C'est vraiment ça, là. Les enfants qu'on dit difficiles, là, tu sais, qui ont un tempérament difficile, c'est ça, ils ont tellement d'émotions, puis ils ont tellement pas d'outils pour les réguler. Puis là, dans le fond, c'est ça qui est à la source même de la haute sensibilité, du concept de haute sensibilité. Parce que récemment, c'est le chercheur Michael Plus au Royaume-Uni, justement, qui a vraiment travaillé là-dessus, là. Puis je pense que tu le connais, là, avec Francesca Lianetti, qui maintenant est Mhm. prof en Italie, mais qui était sa postdoctorante, en fait. Puis eux, on travaille beaucoup avec Hélène Aron, puis son mari. Donc, tu sais, c'est toute la même équipe de recherche finalement. Mhm. Mais dans le fond, Michael Plus a travaillé. Lui, il a fait son doctorat avec un autre monsieur, euh, Belsky, qui a développé toutes ces théories-là dont je vous parlais là, sur le tempérament de l'enfant. Fait que là, bref, dans les dernières années, ils ont créé le phénomène ou le phénomène de sensibilité à l'environnement. Puis c'est ça que nous deux, on est en train de vulgariser finalement. Mm, mm, Mais il y a eu mm, tellement, tellement, tellement d'études, là. Tu sais, c'est pas un nouveau concept, là, la sensibilité à l'environnement. C'est juste que c'est un concept parapluie qui englobe plein de choses qui ont été étudiées dans le domaine du tempérament de l'enfant. Donc, finalement, quand on parle d'à quel point les personnes sont sensibles à l'environnement, au comportement de leurs parents, de leur environnement, tu sais, c'est pas nouveau. C'est juste ça que je voulais dire, là. J'ai fait un grand détour pour dire qu'il y a eu plein, plein, plein d'études avant, là. C'est vrai, tu as raison. Moi, je suis toujours un petit peu surprise qu'on en soit encore à ce débat de est-ce que ça existe ou non, parce que comme tu dis, mais ça fait des années et des années qu'il y a des études à ce sujet, et qu'elles sont claires, que c'est établi et qu'on n'en est pas là en fait. On en est maintenant à autre chose. Est-ce que c'est de l'épigénétique? Est-ce qu'il y a une Mhm. incidence? Quelle incidence ça a? Comment on peut le développer sur de la sensibilité avantageuse, pour reprendre le terme d'Hélène Aron? Bref, Exact. maintenant on en est vraiment là en fait. Mais merci, voilà, de le corroborer, une nouvelle fois, donc ça me fait plaisir. Et du Oui, coup ben moi j'aime beaucoup ce concept-là parce que je pense que ça déstigmatise les personnes qui ont mmh, beaucoup d'émotions, puis ça leur donne aussi des clés. Parce que dans le fond, quand on a une haute sensibilité, si par exemple on a de la difficulté à la gérer, ben on peut aller chercher des outils de régulation émotionnelle, d'acceptation de soi, d'acceptation des émotions. Donc, je trouve que c'est tellement utile de reconnaître cette différence entre les personnes, puis après ça, leur donner les outils pour bien composer avec cette différence-là. et du coup, tu vois, on a parlé des difficultés, mais là, pareil, tu m'offres, une passerelle super positive parce que on peut donner des outils une fois qu'on tu vois, on a parlé où c'était intéressant de mieux se comprendre, d'aller creuser un petit peu plus, surtout si on a des difficultés, de pouvoir, s'orienter vers le professionnel adéquat. Mais voilà, j'ai envie que tu nous parles aussi des côtés positifs de ces particularités, que ça soit la douance comme l'hypersensibilité, la haute sensibilité, des potentiels en fait qu'il y a aussi derrière ça, c'est-à-dire que c'est pas juste des difficultés, ça peut être aussi du potentiel. Et d'après toi, quels sont les potentiels, qu'il y a, parfois un peu inexploités, auxquels les gens, bah, forcément ne pensent pas toujours, parce qu'il y a des idées reçues et que justement, grâce à cet épisode de podcast, bah, ils vont se dire: «Ah, j'y avais pas pensé» et c'est vrai que c'est plutôt chouette. Oui, ben, en fait, les personnes qui ont un haut potentiel intellectuel peuvent justement comme optimiser, si on veut, même si on c'est un terme qui est un peu, relié à la productivité et tout ça. Tu sais, on peut quand même développer, on va dire ça comme ça, développer notre potentiel dans la façon que nous, on le souhaite. Donc, ça peut être justement dans plein de domaines différents, selon nos intérêts. Je pense que c'est super important que les gens réfléchissent à qu'est-ce qui me motive vraiment? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Qu'est-ce que moi, comme personne, je veux devenir? Tu sais, c'est vraiment des Mmh. questions d'introspection, je crois. Puis en général, les gens disent que la douance ou le haut potentiel, c'est une force parce qu'on peut justement la mobiliser, puis créer des grandes choses là, à la lumière de ce qui nous intéresse, tu sais. Donc, je pense que ça, c'est super important. Moi, l'exemple que j'ai, évidemment, parce que c'est ma vie puis mon parcours, c'est à l'université. Tu sais, il y a tellement de personnes qui ont un haut potentiel à l'université, qui créent des choses extraordinaires, qui amènent des idées vraiment innovatrices, puis c'était la base des universités.
Maintenant, je trouve que les universités, bien évidemment, comme avec le managérialisme qui se produit et tout ça, on divague un peu. Sauf qu'à la base, les universités, c'était pour ça, là, pour réfléchir à comment on peut améliorer la société, quels changements on peut faire pour que les gens soient bien, puis qu'on crée un monde meilleur, finalement, tu sais. Puis est-ce qu'on peut revenir à ça, tu sais? Est-ce qu'on peut utiliser le potentiel intellectuel pour améliorer, tu sais, notre société? Puis il y en a qui ça va être entrepreneurial, tu sais, qui vont créer des entreprises, des organismes à but non lucratif. Je pense que les gens peuvent mobiliser leurs ressources puis faire des choses vraiment exceptionnelles pour, améliorer, leur vie ou leur société dans laquelle ils se développent. Puis pour la sensibilité, je trouve qu'on parle pas beaucoup effectivement de à quel point c'est beau la sensibilité, puis on peut vraiment être ému par toutes sortes de petits détails, tu sais, on peut sortir dehors puis être tellement ému par la chaleur du soleil sur notre peau, par les fleurs qui commencent à pousser. Ici, aux Pays-Bas, c'est le printemps. Moi, je suis complètement émerveillée de voir des fleurs pousser parce que j'ai été l'hiver au Québec avec la neige, puis la slush là, qu'on appelle la gadoue, là, c'était épouvantable. Donc, tu sais, on peut aussi s'émerveiller de petites choses, puis aussi amener les autres autour de nous à vivre ça. Tu sais, mettons, la gratitude, c'est un phénomène que moi j'aime beaucoup mettre de l'avant, tu sais, de reconnaître à quel point on est chanceux de vivre dans un pays où on a tellement de ressources, tu sais, la nourriture, de l'eau, justement, comme je peux me promener dehors en sécurité, comme c'est toutes des choses que les personnes sensibles, je crois, ont de la facilité finalement à percevoir. Tu sais, autant sont affectés par les choses négatives, autant ils sont affectés aussi par les choses positives. Puis, puis sinon, c'est ça, moi j'aime beaucoup les concepts de présence attentive, d'autocompassion, c'est beaucoup ça que je mets de l'avant. Heu, puis, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que peu importe nos divergences par rapport à la conception de la douance, qu'elle soit neuroscientifique ou plus éducation ou plus clinique, je pense que, en tout cas moi, dans beaucoup d'ouvrages, j'ai lu ça. Le fait de revenir à son corps, tu sais, de pas être toujours dans sa tête, de revenir dans le monde dans lequel on vit, comme avec la présence attentive, la mindfulness, la pleine conscience, peu importe comment on l'appelle. Mais on dirait que tout le monde s'entend pour dire que ça, c'est la clé pour les personnes qui sont hautement sensibles et pour les personnes avec un HPI aussi. Mmh. Merci beaucoup. Alors attends, il y avait quelque chose que j'ai vraiment envie de revenir dessus parce que je suis persuadée que beaucoup de personnes qui vont écouter, cet épisode, vont se demander. Tu disais, voilà: «Essayez de chercher en vous qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce que vous avez envie de faire?» Mais je suis forcée de constater que pour beaucoup, cette question, elle est très compliquée. Parce que Mmh. pendant très longtemps, ils ont répondu plutôt aux attentes de en fait, des gens qui étaient autour d'eux, qu'ils se mélangent entre qui ils voudraient être, qui ils sont, et qui ils pensent devoir être. Au final, et je sais qu'en plus tu aimes parler de motivation intrinsèque. Alors Oui. est-ce que tu as voilà, est-ce que tu as une astuce, une petite tips, en fait, à partager pour y voir clair, pour les personnes qui se sentiraient perdues et qui aimeraient savoir est-ce que de quoi, en fait, j'ai vraiment besoin et comment être sûr que c'est de ça dont j'ai besoin? Ça, c'est vraiment des questions qu'on me pose très souvent. J'ai une idée en tête, c'est peut-être pas celle que qui viendrait, tu me diras, mais moi, dans le fond, dans mes recherches, j'étudie beaucoup le soutien à l'autonomie. Mmh. Donc, dans le fond, justement, tout ce qui est motivation intrinsèque, ça appartient à une théorie qui s'appelle la théorie de l'autodétermination. Donc, selon cette théorie-là, un des besoins fondamentaux des êtres humains, c'est le besoin d'autonomie. C'est ça, dans le fond, le besoin d'autonomie, c'est le besoin justement de poser des actions qui sont en cohérence avec nos valeurs puis avec ce que nous, on veut faire. OK? Donc, c'est le contraire finalement de se sentir contrôlé par les autres, par l'environnement. Puis moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est comment les parents ou comment en couple, on peut pratiquer le soutien d'autonomie envers l'autre. Mmh. Donc, par exemple, un parent pourrait amener son enfant à développer son sentiment d'autonomie en lui donnant des choix, en s'intéressant à ce que lui, il veut vraiment. Puis justement, comme en expliquant aussi son rationnel parce que veut pas, quand on est parent ou quand on est en couple, on doit quand même mettre une structure là, dans nos relations, tu sais, des règles et tout ça. Donc, expliquer, tu sais, reconnaître les émotions, prendre la perspective de l'autre en considération. Puis ça, dans le fond, pour moi, c'est ça la clé de comment on peut développer justement notre motivation intrinsèque, mieux se connaître aussi. J'adore l'image d'une boussole Mmh. intérieure. Fait que quand on s'entoure de personnes qui sont soutenantes à l'autonomie, ben à ce moment-là, on peut développer une petite boussole à l'intérieur de nous qui fait en sorte que on connaît mieux justement c'est où qu'on veut aller, c'est quoi nos intérêts, qu'est-ce qu'on veut devenir.
Puis moi, en tout cas, j'ai trouvé que ça, c'était vraiment la clé. Puis ça peut être, par exemple, un professionnel ou une professionnelle de la santé. Tu sais, des psychologues, c'est beaucoup ce qu'ils font, en fait. C'est d'être C'est vrai. soutenant l'autonomie, de t'écouter, de reconnaître tes émotions, de t'amener à réfléchir sur qu'est-ce que toi, tu veux vraiment. Est-ce que c'est de toi ou de quelqu'un d'autre? Tu sais, le psy en psychothérapie, surtout avec la thérapie d'acceptation, d'engagement et autres, l'humaniste et tout ça, c'est ce qu'ils vont faire. Mais on peut trouver des personnes dans notre entourage qui font ça. Moi, j'ai trouvé des professeurs à l'université ou des enseignantes au secondaire, au primaire, qui faisaient ça avec moi, tu sais, qui prenaient vraiment en compte qu'est-ce qui m'intéressait, puis qui m'écoutaient, puis qui validaient ce que je vivais. Puis ensuite, j'ai aussi trouvé des amis qui faisaient ça naturellement, là, instinctivement. Fait que c'est aussi de s'entourer avec des personnes qui, justement, font ça pour nous, tu sais, nous reflètent qu'est-ce qui nous intéresse, nous posent des questions, s'intéressent vraiment à ça, puis nous aident finalement à mieux construire notre identité, puis à savoir qui on est puis qu'est-ce qu'on veut. Parce que si on s'entoure surtout de personnes contrôlantes, ben là, c'est sûr que ça remet toujours en doute. Parce que ces personnes-là nous remettent en doute. Donc, tu sais, des fois, ça peut être de trouver 1 ou 2 personnes qu'on sait qui sont soutenantes, puis après ça, essayer de faire ce travail-là un petit peu avec eux, discuter, tu sais, de leur demander qu'est-ce qu'ils en pensent, tout ça, mais ouais, je dirais comme de bien s'entourer dans ce processus-là. Mmh. Effectivement, je pense que trouver sa place, c'est peut-être déjà avoir l'entourage, l'environnement qui nous permet en fait d'avoir, de la liberté pour Oui, construire sa propre place en fait, hein. oui, qu'ils nous acceptent comme on est. Mmh Surtout que mh. tu parles beaucoup d'atypie, de différence, mais je suis certaine, ou en tout cas, je souhaite tellement que les gens aient au moins une personne qui les accepte comme elles sont. Mmh. Et beh, ça sera le mot de la fin parce que je te remercie. Je te remercie toujours pour cette bienveillance, pour ton ouverture d'esprit qu'on entend beaucoup. Je trouve que tu as une posture professionnelle, incroyable, une très belle déontologie de t'ouvrir sans cesse, de te remettre en question et en fait, on sent pas la prise de position, on sent la réflexion et j'apprécie beaucoup ça. Je mettrai, tes réseaux sociaux et tout ça, en information de ce podcast parce que j'encourage tout le monde à suivre ton compte que je partage de temps en temps sur Oui, Instagram. merci. Parce que je trouve que justement, tu essayes d'être au plus près, et bien, voilà, du côté scientifique, carré, même si après, on a tous des biais, mais j'ai la sensation vraiment que en tout cas, tu as cette humilité, dans ta recherche, de te remettre en question, de repenser les choses sans arrêt. Tu as une vraie posture, en fait, de chercheur et c'est Merci. pas toujours le cas, voilà, il y a voilà. Donc je te remercie pour ça parce qu'on a besoin de chercheurs comme ça dans ce domaine, donc merci à toi. Merci beaucoup. C'était le podcast Potentiel par Élodie Crépel. N'hésite pas à laisser une note, un avis et à le partager. Je te dis donc à lundi prochain pour un nouvel épisode. Belle journée!